Hello les Batira, comment tu vas? Si tu me connais pas encore, moi c'est Sandrine, la fille qui ne lisait pas du tout et qui en a fait un podcast. Si tu es curieuse, je t'invite à écouter mon premier épisode, Pourquoi Batira Librairie. Je te retrouve aujourd'hui pour la critique du livre de La vie sans phare de Maryse Gondé que j'ai terminé hier. Depuis, il m'a complètement chahuté la tête. C'est un besoin presque viscéral, donc c'est parti. Dans cet épisode, de manière très scolaire comme d'habitude, il va être composé en 4 parties. Donc une partie info, narrative, argumentative, et puis la partie la plus croustillante, comme je le dis toujours, partie apprentissage. Passons à la partie informative. Comment je me suis retrouvée à lire ce livre et surtout à l'avoir entre les mains. Ceux qui auront le podcast en vidéo, vous verrez que c'est vraiment un podcast qui est clandestin. J'avais pas du tout prévu d'enregistrer aujourd'hui, mais honnêtement, j'ai fini ce livre-là hier et je l'ai fini en plus en fin de soirée, et depuis j'arrête pas de cogiter. Je me suis dit non mais là c'est viscéral, il faut que j'en parle, si j'en peux plus. Et moi donc j'ai eu la chance de partir en vacances aux Antilles et je m'étais rendue à la Fnac, et moi j'adore justement aller dans les Fnac de pays étrangers ou en tout cas dans les librairies, etc. Parce que souvent en fait les livres qu'on va retrouver sur les étalages, ça va être des livres que on est amené en fait à qui sont très imbriqués avec la culture, l'histoire du pays. Donc j'ai vu des livres de Maryse Condé un peu partout. J'ai posé mes questions aussi pour me dire, pour savoir qui c'était Maryse Gondé, parce que je la connaissais absolument pas avant. Et je sais pas, intuitivement, j'ai pris la vie sans phare, j'ai lu la quatrième de couverture et j'ai assez aimé. Donc je me suis dit bon allez, c'est parti, let's go. Il faut noter que je me suis mise à lire ce livre plus d'un an après quand même, mais c'est quand même intéressant comment je me suis retrouvée en fait à l'avoir entre les mains, et peut-être que si j'étais pas partie aux Antilles à ce moment-là, je l'aurais jamais eu entre les mains. Maintenant, on va parler de Maryse Gondé, la fameuse Maryse Gondé qui est hyper répandue aux Antilles. En fait, c'est une écrivaine qui est guadeloupéenne, majeure de la littérature francophone. Pour moi, c'est important de connaître sa date de naissance parce qu'en fait, c'est hyper intéressant parce qu'elle va vivre plusieurs transitions dans l'histoire et on va comprendre en fait dans son parcours qu'elle a une voix assez forte. Donc elle est née en février de 1937 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, et elle est décédée le 2 avril 2024. Quand j'ai su qu'elle était décédée en 2024, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Je me suis dit ah c'est trop dommage. De son vivant, je savais même pas qu'elle existait. Peut-être que j'aurais pu rentrer en contact avec elle ou je ne sais quoi. De sky is the limit, hein, vous savez. Pour reprendre sur Maryse. Donc elle a été connue, elle a fait entre 15 et 20 romans, donc elle a pas mal de livres qu'elle a commencé à publier. Que l'écriture chez elle, ça n'a pas forcément été inné. Pourtant, elle a fait des études de littérature. Donc elle est reconnue vraiment pour ses romans, essais, récits autobiographiques qui interrogent l'identité, la mémoire, la colonisation, l'exil féminine et les héritages culturels. Hyper intéressant, hyper profond. Son écriture est à la fois fluide, engagée et profondément humaine. Dans ce livre, en fait, elle va se livrer vraiment sans masque, sans chercher à embellir son parcours. Et j'ai trop hâte de vous parler, en fait, de La vie sans phare. Ce livre-là, il a été publié en 2012 et il s'inscrit vraiment dans une démarche autobiographique, limite comme un testament, finalement. C'est un livre vraiment où il y a des énergies, je dirais, c'est vraiment intéressant. Bref, on va passer sur la partie narrative, le résumé du texte. La vie sans phare, comme je le disais, c'est une autobiographie dans laquelle Maryse Gondé va raconter son parcours de femme, d'écrivaine, d'intellectuelle noire entre la Guadeloupe, la France, l'Afrique et les États-Unis. Elle a un parcours qui est assez particulier parce qu'elle en fait, elle a été élevée dans la haute société, on va dire, de la Guadeloupe. Faut quand même prendre en compte qu'à cette époque, surtout dans les années 1937, des pays qui se remettent petit à petit, des histoires d'esclavage, etc. Il n'était pas très connu d'avoir des personnes noires à un certain niveau de la société. Elle faisait partie en fait de l'aristocratie, entre guillemets, en Guadeloupe. Elle a été éduquée et élevée dans une bulle vraiment très protectrice et pas du tout proche de la réalité. Les combats, etc., elle les connaissait pas, et c'est quand elle s'est frottée au monde réel, et Dieu sait qu'elle veut vraiment se frotter au monde réel après, ou en tout cas quand elle est sortie de cette réalité-là par les faits de la vie, qu'elle va vraiment comprendre l'héritage fort culturel
que ça représente déjà d'être noir aux Antilles et toute l'histoire qui va s'en suivre avec l'esclavage, etc. Ensuite, donc dans ce livre-là, elle va évoquer son enfance un tout petit peu. Je trouve qu'elle va pas énormément évoquer son enfance non plus dans les détails. Les relations familiales complètes, les amours souvent chaotiques. Maryse, vraiment. Ah, trop de questions à te poser. Ces choix parfois contestables, je dirais même très contestables, ces errances, ces engagements politiques, mais aussi ces désillusions. En fait, ce qui est bien, ce que j'ai adoré dans une des choses que j'ai adoré dans ce livre, oui, je sais, je vais pas du tout vous spoiler, mais vraiment, je vous ai dit là, ce podcast là, c'est un besoin viscéral. Je pouvais plus me taire. J'avais besoin d'enregistrer ce podcast alors que j'étais pas du tout supposée l'enregistrer aujourd'hui et que j'avais vraiment pas le temps. Et comme quoi, on trouve toujours du temps quand on veut. Enfin bref. Je disais que son côté désillusion, en fait, ce qui est trop intéressant, c'est que Maryse, elle a quand même un certain intellect, mais elle a pas d'ego par rapport à cet intellect-là et elle se remet souvent, en fait, elle remet toujours ses idéaux en question. Et elle est très brute et honnête avec elle-même et ça, c'est tellement beau à voir. Le récit, en fait, il suit pas forcément une chronologie qui fonctionne plutôt comme une succession de souvenirs, presque d'aveux, et réflexions de conscience. Maryse Bondet ne cherche vraiment pas à se victimiser ni à se glorifier. Elle raconte vraiment ses failles, ses contradictions et ses échecs avec une honnêteté déroutante. C'est exactement ça, c'est très déroutant. Même si c'est très déroutant, mais j'en garde pour la partie apprentissage et conclusion. Bon, d'un point de vue argumentatif, d'un point de vue vraiment fond, le fond du texte, le sens du texte, c'est ça. On va vraiment parler de quête identitaire. Moi, j'ai beaucoup aimé ces côtés-là. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Le rapport pardon aux origines, à la diaspora, la condition féminine. Faut pas oublier que quand même, elle est née à une époque où les droits de la femme n'existaient pas encore, le droit de vote. Moi, les relations amoureuses et leur complexité. La désillusion politique, elle va beaucoup en parler. Il faut savoir qu'elle va vivre en Guinée, au Ghana, au Sénégal, et après à Londres, et aux États-Unis. Elle va vraiment avoir une expérience de vie qui est très, je dirais, haute en couleurs. Elle va aussi parler du fond du texte, aussi, le regard des autres, parce qu'il faut pas oublier que Maryse Gondé, c'est une Nantiaise qui débarque en Afrique. Elle a pensé justement peut-être s'y retrouver d'un point de vue identitaire, mais absolument pas. Par contre, il y a des frictions, même d'un pays à un autre. Elle se rend compte que en tant qu'antillaise, elle n'est pas du tout acceptée justement comme africaine. Il y a plein de petites choses comme ça. Et un autre point sur le fond du texte, c'est la liberté souvent chèrement acquise. Non mais vraiment, c'est incroyable. Quand j'ai lu le livre, donc moi je l'ai lu en 2026, fin 2025, début 2026, et je me dis, mais avec du recul, on dit, mais non, mais comment c'est possible? Mais vous, à la place d'une femme déjà noire, de couleur, qui a les 1937. Ah, on était plutôt dans les années 50. Incroyable. Je trouve que c'est vraiment précieux en fait cet écrit. Chris vraiment dans le fond, elle va vraiment chercher à déconstruire les idéaux, y compris les siens. Et ça c'est hyper intéressant à voir. Elle montre que la vie n'est pas un récit héroïque ou linéaire. Elle essaye en tout cas de s'accepter dans son imperfection et elle assume complètement son imperfection et ses contradictions. Et ça c'est rare. Mais un schéma fait de détours. Et des détours à en faire beaucoup de renoncement et de renaissance. La forme, je trouve que certes, c'est un livre où il y a des chapitres courts. Là, je vais entre les mots, peut-être que vous entendez même le bruit des pages. Mais il n'est pas si facile que ça à lire. Parce qu'elle a quand même un style littéraire qui est assez soutenu. Enfin, je dirais pas soutenu. Il y a quand même certains mots qu'elle va utiliser. Et puis, c'est un livre qui parfois est très informatif parce qu'elle va nous donner énormément de références littéraires, ce qui est vraiment une mine d'or. Elle va parler d'Aimé Césaire, par exemple, ou du premier noir écrivain qui a eu un prix littéraire. C'est hyper intéressant dans un livre, en fait, où il y a beaucoup d'informations, à la fois où elle va aussi compter sa vie et ses combats politiques. Donc, je dirais que c'est un livre il n'est pas facile ni difficile à lire, mais je pense que c'est un livre où on peut pas lire, qui peut pas être lu, en fait, pour se détendre dans le sens où il y a quand même des choses assez lourdes qu'elle va dire, des récits, des histoires qui sont assez importants à intégrer. Et si vraiment on veut vraiment en prendre toute la valeur ajoutée, il faut vraiment essayer de se mettre dans la narrative et se mettre dans ces pays-là dans les années
où elle a écrit, où elle a vécu dans ces pays-là et puis peut-être même faire des recherches pour comprendre finalement ce qu'elle essaie de dire et le contexte en fait, de ses écrits. Voilà pour ce qui est le fond, les procédés, d'écriture, c'est parfois dur, c'est parfois ironique, c'est très, très introspectif, donc vraiment faut s'accrocher à un moment donné. Elle nous accueille en fait finalement dans son intimité, dans sa tête et ça je trouve que c'est vraiment trop cool. C'est un livre qui reste quand même accessible, mais il est assez profond. Maintenant sur la partie apprentissage et conclusion, c'est vrai que c'est pas facile de faire une partie apprentissage et conclusion parce que c'est une autobiographie et c'est très subjectif naturellement. Il y a pas de Là, je sais qu'il y a pas de fiction. Comment, l'autobiographie de cette autrice va inspirer chacun d'entre nous. Maryse, elle accepte ses contradictions. Elle est tellement contradictoire sur tellement plein de choses, mais ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle reconnaît, en fait, ses contradictions et elle nous montre, en fait, la complexité, de l'humain et de son côté, de son de la de du côté réflexion et cetera. Je vais pas trop vous spoil, mais elle a quand même, eu son premier enfant, son ex de l'époque, qui l'a complètement abandonnée du jour au lendemain. Elle s'est retrouvée seule en France dans des conditions, qui étaient assez compliquées. Elle est partie de la Guadeloupe, lycée pour essayer d'apprendre, enfin pour refaire ses études en France. Elle pensait à une sorte d'Eldorado, mais finalement, elle se frotte à la réalité de ses parents en fait, l'avaient un peu protégée, au cours de son existence. Pas des liens, hyper forts non plus, avec son père. Donc finalement, elle est originaire de la Guadeloupe, elle a grandi là-bas dans la dans la prospérité et puis d'un coup, elle se fait enfin, elle se fait pas expulser, la vie fait que, mais elle est complètement arrachée à cette bulle de privilège et elle se retrouve dans, une vie qui est beaucoup moins, clémente avec elle et qui va être beaucoup moins clémente, pendant, beaucoup d'années. Elle est très contradictoire, notamment je trouve et je trouve que c'est beau en fait, parce que franchement les trucs, trop lisses, trop parfaits et des personnes qui sont pas à la capacité à faire cette introspection-là, c'est pas des choses qui m'intéressent. Notamment sur, l'aspect, amoureux par exemple, elle va chercher à être aimée, elle va chercher l'amour, puis elle va pas faire les bons choix de partenaire et puis elle va les tromper et eux aussi vont la tromper. Enfin, vraiment c'est quand même une mini telenovela. À l'intérieur, ça rajoute du peps, enfin, je dirais pas du peps, mais, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, par exemple, de lire des essais ou des autobiographies, comme moi, la seule autobiographie que j'ai lue dans ma vie, c'était celle de Romain Gary, La promesse de l'aube. Je trouve que c'est hyper intéressant et ça donne justement le goût à ce genre d'œuvres littéraires. Elle essaie de comprendre son identité, multiple identités et le fait que son identité est mouvante, en fait, dans le temps. Donc comme je l'ai dit un petit peu plus, précédemment. Elle est antillaise, elle est guadeloupéenne, puis elle va en Afrique. Donc la source en fait et elle s'attend un peu, naturellement. Je pense qu'elle me le dit pas explicitement, mais je pense que naturellement, elle s'est vraiment attendue d'être, accueillie, acceptée et cetera. Mais elle s'est souvent fait rejeter parce qu'elle parlait pas la langue, des pays. Puis dans chaque pays, il y a des langues aussi qui sont, différentes. Elle avait pas le style vestimentaire traditionnel de chaque pays avec, des pagnes et cetera. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que même dans le rejet, elle vivait mal le rejet, elle est quand même restée elle-même, tout en essayant de s'intégrer et à comprendre. Et quand je vous dis ça, c'est pas des choses qui ont duré sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est des choses qui ont duré sur des années. Identitaire, je le mettrais aussi avec le côté, contradiction parce que moi, personnellement, il y a des sauts dans le temps que j'ai pas totalement compris. Par exemple, elle est au Ghana et puis je sais plus, j'ai pas trop compris pourquoi elle se retrouvait à Paris, puis elle se met à avoir une aventure. Et puis finalement, elle va avoir un enfant avec, enfin vraiment, c'est vraiment c'est très chaotique. Mais quand je dis chaotique, c'est pas forcément avec le côté péjoratif parce que chacun est libre d'avoir la vie qu'il veut. Il y a vraiment beaucoup d'actions quoi dans sa vie, amoureuse. J'ai le sentiment que Maryse avait parfois la possibilité dans une sorte de passivité, se ranger et d'autres fois où elle pétait complètement un câble, limite à lâcher ses gosses, excusez-moi, ou limite à lâcher ses gosses et je sais pas, partait à Paris. J'ai plus trop compris pourquoi faire, puis elle faisait la fête, puis elle rencontrait quelqu'un et cetera et puis quoi et puis après elle revient, dans un schéma qui lui convenait pas. Donc c'était ça qui donne de la valeur ajoutée à son autobiographie ou en tout cas à sa personne, c'est que, elle était tellement consciente du côté, de ses points faibles, de sa toxicité et des situations dans lesquelles elle devrait pas être. Mais d'un autre côté, elle y allait quand même en ayant conscience. Et ça, c'était, ouais, je vous ai dit, ce livre-là, il m'a
le lendemain encore, j'ai réfléchi, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire et c'est très dur de pas vous spoil parce que mon but à moi, c'est vraiment que vous lisiez et que vous vous intéressez à des histoires qui sont pas toutes belles, toutes emballées. Un des apprentissages, c'est aussi de déconstruire les illusions, même celles qui nous ont portées. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, par exemple, elle va faire plusieurs années au Ghana, en Guinée ou au Ghana, je sais plus si c'était la Guinée ou le Ghana d'abord. Et bref, elle va se marier avec Condé, du coup Maryse Condé, Diner, elle a jamais divorcé de cette personne alors que il me semble pas parce qu'elle porte encore son nom et pourtant elle va se marier qu'en anglais. Donc là, j'ai pas aussi tout suivi. Peut-être qu'elle a voulu garder ce nom par héritage finalement culturel. Donc elle a déconstruit les illusions, donc elle va vivre dans des pays où il y a vraiment des régimes, je dirais, autoritaires, où il y a quand même des censures, quand même une certaine pénurie d'aliments. Au début, elle comprend pas les gens et puis après, elle l'assume elle-même en disant je comprends et je pense que je me suis fait influencer. Et ce qui est ambivalent et intéressant à la fois avec Marie, c'est que elle est jamais toute noire ni blanche. Elle est vraiment grise dans sa façon de penser. On sent que parfois, voilà, elle est très décidée, binaire, et d'autres fois non. Et en fait, elle a une élasticité mentale de dingue à se dire, ok, peut-être que je me suis fait influencer, ou elle va peut-être aussi chercher à se cultiver, à comprendre. Alors que parfois, c'est quand même des idéaux qui vont quand même à l'encontre de qui elle est. À l'encontre de ceux elle croyait quand même à l'époque, et elle a vraiment aussi un entourage qui est très politisé, culturel. Elle est aussi elle était prof de littérature. Donc c'est très intéressant aussi d'être dans les backstage, on va dire, de certains pays à certaines époques. On voit un peu les coulisses de la politique, de ce que ça engendre, ce qui se passe aussi en termes de non-égalité sociale. Ils avaient quand même dans la misère, c'était quand même des personnes qui étaient quand même très privilégiées. Elle le dit, enfin, trop intéressant. Elle sait reconnaître un des apprentissages, c'est que je trouvais c'est important de reconnaître l'amour qui peut être autant une force qu'une blessure. Et c'est vrai parce que dans sa vie, elle va avoir plusieurs compagnons qui finalement vont énormément la blesser, puis elle aussi elle va en blesser. Mais à chaque fois finalement, c'est ça qui a été sa force. Et moi, c'est en tant que lecteur de 2000, en 2025-2026, je regardais et ça m'énervait. Mais après, je me suis dit, Sandrine, oublie pas, à l'époque, c'était quand même une femme qui a souvent été seule, parfois accompagnée. Ses compagnons, ils l'aidaient financièrement, pas tout le temps, mais elle pouvait mettre en place une sorte de stabilité. On est quand même dans une époque où déjà, je pense que déjà de nos jours, dans certaines communautés, le divorce il est très mal vu. Imaginez en 1950, femme noire, seule, 4 enfants. Franchement, elle a tellement elle a tellement de courage et puis elle s'est remise beaucoup en question aussi par rapport à son rôle, à son rôle de mère, parce qu'elle n'a pas souvent été présente aussi pour ses enfants. Et puis elle a laissé parfois ses enfants 1 an chez telle personne pour qu'il aide. Elle n'a pas pu aussi les éduquer. Il y a carrément une fois sa petite dernière où elle parlait pas en fait le dialecte que sa nourrice lui avait appris. Enfin, on voit que vraiment l'amour, ça peut être autant une force qu'une blessure. Ça dépend vraiment de comment il est transformé. Aussi, un des autres, je dirais, c'est oser dire sa vérité, même lorsqu'elle dérange. Ouais, vraiment, elle n'a pas hésité à dire sa vérité, même quand ça l'a dérangée. Elle savait que, par exemple, elle aimait, par exemple, à un moment donné, elle avait un compagnon qui était très hautain, imbu de lui-même, très confiant, etc. Elle me disait qu'il était comme ça, mais qu'elle l'aimait quand même et elle acceptait complètement de l'aimer. Ou elle se disait sa propre vérité, notamment lorsque un de ses maris s'est présenté à elle et l'a confrontée. Elle disait, bah voilà, à ce moment-là, j'ai pleuré à chaudes larmes, mais parce qu'il avait raison. J'étais qu'une menteuse, j'étais qu'une trompeuse, elle assumait en fait. Un autre point aussi, c'est que c'est trop marrant parce elle a étudié la littérature et elle se sentait pas légitime. Elle a pas du tout toujours été en fait dans l'écriture. C'est quelque chose qui est venu à elle beaucoup plus tard et elle se sentait pas légitime. Elle a eu de la chance par moment d'avoir un bon entourage qui l'a poussée, mais elle le disait qu'elle se sentait pas légitime. Et moi, j'ai trouvé ça m'a intriguée. Je me suis dit, mais tiens, si celle qui a étudié la littérature ne se sent même pas légitime d'écrire un livre, en fait, tout le monde est légitime. Parce que là, je lis aussi un autre livre où les premières phrases, c'est je ne suis pas légitime d'écrire un livre, mais j'en écris quand même parce que si j'attends d'être légitime, je vais jamais le faire. Aussi, un des apprentissages, c'est trouver de la beauté, la dignité dans la lucidité. Je sais pas si je pourrais dire que Marie, c'est quelqu'un qui était toujours lucide, mais en tout cas, elle s'essayait à être lucide.
Et c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine forme de beauté et de dignité dans sa lucidité, même si elle ne faisait pas les bons choix, même si elle n'était pas dans les situations financières les plus extraordinaires, même si elle faisait des choses qui étaient très difficiles. C'est aussi une personne qui s'est fait violer, tout simplement. Et elle le dit en fait de manière très très brute. À un moment donné aussi, elle va nous faire un aveu sur son fils qui est décédé. Donc elle a aussi vécu la mort d'un fils. Il avait 44 ans, il me semble, ou 41. Et ça, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que on va avoir par exemple deux phrases, 2 pages sur un truc hyper descriptif, avec plein de références politiques, littéraires, et cetera, et en 4 phrases, elle va t'annoncer que son fils, il avait ça, 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 et puis il est mort. Et toi, tu es là en mode et moi, je me souviens, ça m'avait déroutée parce que j'ai dû lire le truc à plusieurs fois. Je me dis: «Mais attends, prépare-nous, c'est pas comme ça que ça se passe». Donc vraiment, on sent que, bien sûr, sur chaque livre, il y a un travail de relecture, mais on sent vraiment que ce besoin viscéral chez elle de vraiment tout mettre à plat et vraiment se filtre. Donc, pour résumer, parce que je sais que j'ai dit pas mal de choses, je dirais que ce livre met en lumière les apparences trompeuses, oui. Certains abus de pouvoir, notamment affectifs et intellectuels, hyper intéressants. La force de la parole autobiographique, oui, parce que dans ce livre-là, elle va aussi dénoncer des faits qu'elle n'a jamais dénoncés et elle a tenté en fait de dénoncer auprès de journaux, etc. Ils ont refusé sa plainte, etc. Et en plus, bah, refusé, la personne dit, bah, fais un livre. Elle l'a pas fait que pour ça, mais c'est quand même une force de frappe hyper intéressant, un angle intéressant à prendre. Et la nécessité de se raconter pour se libérer. Clairement, on le sent vraiment page après page, cette nécessité-là de se raconter vraiment pour se libérer. Donc avant d'écrire un livre pour nous, moi je pense sincèrement que Maryse, elle a écrit ce livre pour elle. Et finalement, ça va vraiment aider beaucoup de personnes, ce livre-là, à mettre des lumières, comprendre aussi l'héritage qu'ils ont, à comprendre aussi les enjeux de l'époque. Donc vraiment hyper intéressant. Pour conclure, La vie sans phare, c'est un livre qui est courageux, vraiment, qui est parfois inconfortable, vraiment souvent inconfortable. Même moi, quand je lisais les phrases, je lisais, j'étais ah ouais, c'est inconfortable là ce que tu me dis. Ah, ok, mais profondément nécessaire. Condé, il livre une parole libre, mature, débarrassée des illusions, mais complètement, et ça c'est tellement une force authentique, c'est vrai, honnête envers elle-même et envers tout ce qu'elle va nous laisser, tout ce qu'elle nous a laissé en termes d'héritage, je dirais pas d'héritage littéraire, mais de traces en fait de son passage sur Terre. C'est un récit de vie qui ne cherche pas à séduire complètement, mais vraiment complètement, mais à dire vrai, ça je suis complètement d'accord. Une œuvre qui nous rappelle que se regarder en face est sans doute l'acte le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Une œuvre qui nous rappelle que se regarder en face, c'est sans doute l'acte le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Sur ces belles paroles, j'espère que ce podcast clandestin enregistré à la dernière minute d'un besoin complètement viscéral de m'exprimer sur cette lecture qui m'a vraiment retourné le cerveau t'a plu. N'hésite pas à retrouver mes autres podcasts disponibles sur Spotify, Deezer, Amazon Music, peut-être bientôt Apple Podcast et quelques-uns sur YouTube. Donc là, je commence à tous les mettre sur YouTube. Que tu m'écoutes ou que tu me regardes, j'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as des questions, si tu aurais un débat ou quoi que ce soit. Et puis, je te retrouve à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.